Sam Altman, le dirigeant d'OpenAI, a annoncé vouloir lever entre 5 000 et 7 000 milliards de dollars pour fabriquer des usines qui produiront des composants électroniques qui seront utiles au développement de l'IA. Ouf! En comparaison, l'ordre de grandeur de la valeur de toutes les machines de minage de Bitcoin tourne autour de la dizaine de milliards. Toujours concernant l'industrie du mining, Bitcoin consomme environ 100 TWh par an, soit une puissance de l'ordre de 10 gigawatts, alors que l'ogre de l'IA promet une consommation d'énergie immensément plus grande. Alors détaillons. Selon diverses sources, dont l'AIE, l'Agence internationale pour l'énergie, ce que l'on appelle le High Performance Computing consomme en 2022 environ 300 TWh, soit 3 fois plus que Bitcoin. Je rappelle que ce que l'on appelle le HPC regroupe toute l'informatique de puissance, dont l'IA, plus Bitcoin, plus les data centers en tout genre. On serait donc sur du 35 gigawatts de puissance au total, dont 12 gigawatts pour Bitcoin, ce qui est beaucoup en soi, mais pas tant que ça non plus dans l'absolu. Pour vous donner un ordre de grandeur, la consommation de Netflix tout seul, c'est environ 100 TWh, soit l'équivalent de Bitcoin par an. Et pourtant, on ne nous fait pas tout un foin sur Netflix qui va faire bouillir les océans. Mais enfin bref. Sachez que la puissance électrique dans le monde en ordre de grandeur, c'est environ 10 TWh, soit 10 000 gigawatts. Donc le HPC aujourd'hui pèse grosso modo 0,3% de la puissance électrique mondiale. Ce qui est très peu en réalité si on considère la part de la richesse mondiale produite grâce à Internet, l'IA, Bitcoin et tout ce qui dérive de l'informatique en général, non? Dit autrement, si on enlève tout le HPC dans le monde, je doute que ça n'enlève que 0,3% de la richesse mondiale. Et enfin, pour enfoncer le clou, personnellement, je renoncerai à ma voiture bien avant de renoncer à Internet, Bitcoin, l'IA et tout le tintouin offert grâce au HPC. Mais voilà, les entreprises tech de ce monde nous promettent une explosion de la part IA de cette consommation du HPC. Alors comment estimer ses besoins? Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, la puissance électrique dédiée à l'IA, c'est globalement des pouillèmes du secteur HPC. Selon Goldman Sachs, en 2020, ce n'est qu'à l'horizon 2025 que l'on va commencer à le voir apparaître réellement sur la carte. Bon, là-dessus, les estimations varient fortement. Selon d'autres sources, la progression de l'IA serait bien plus forte. Selon Wells Fargo, la puissance dédiée à l'IA pourrait être de l'ordre de 70 gigawatts en 2030, soit une explosion pour ce secteur. Sachant qu'aujourd'hui, l'IA représente environ 15% du HPC, cela signifierait que l'on passerait de 5 gigawatts tout mouillé à 70 gigawatts en 2030, soit 65 000 mégawatts. Ça commence à faire beaucoup. Alors regardons ce que ça signifie. Le monde découvre ChatGPT fin 2022 et en l'espace d'une grosse année, le plus connu des chatbots a connu une croissance exponentielle comme jamais dans l'histoire. 100 millions de clients en 2 mois. C'est juste du jamais vu, cherchez pas. Alors on pourrait se dire que ChatGPT commence déjà à atteindre sa vitesse de croisière, car il a aujourd'hui globalement 200 millions de clients, ce qui laisse penser que le point d'inflexion de la courbe de croissance est derrière lui. Eh bah oui, en termes de nombre d'utilisateurs, effectivement, ChatGPT va avoir du mal à multiplier son nombre de clients par 100, parce que on va manquer de monde sur Terre. Mais attention, aujourd'hui OpenAI génère 2 milliards de dollars par an pour 200 millions de clients, soit une valeur par utilisateur de 10 $. Et là, effectivement, il y a de la place pour monter la valeur par client. C'est là que Sam Altman fait le plus gros appel public à l'épargne jamais réalisé, en annonçant tranquille qu'il cherche 7 trillions. Non pas 1, non pas 2, non pas 3, mais 7. Alors pour recadrer les choses, s'il venait à lever cette somme, cela signifie très concrètement qu'il se sent capable de générer au grand minimum 14 trillions de cash flow en 5 ans pour rembourser ses investisseurs. Je vois mal des investisseurs prendre autant de risques sur un secteur tech à moins de 20% de rendement. Et là, on sent bien qu'il va falloir augmenter à la fois le nombre de clients et la valeur par client. Et que du coup, on va avoir besoin d'exponentiel à tous les étages du projet. Et c'est ça que l'on va voir aujourd'hui en le mettant en comparaison avec l'industrie du mining de Bitcoin, qui est déjà une industrie qui a connu une croissance fulgurante tout de même. Alors allons-y gaiement. Déjà, situons les ordres de grandeur entre HPC lié à l'IA et le Bitcoin mining. Bien sûr, pour l'industrie du mining, je prendrai les chiffres que l'on pratique chez Data Factory, car mettre sur pied des fermes où l'on va vendre de l'électricité à des mineurs de Bitcoin, c'est un peu devenu mon métier avec les copains. Alors, une ferme en partant de zéro. Dites-vous que ça coûte environ 500 000 $ le mégawatt pour des grosses entreprises avec de gros coûts fixes, tandis que chez Data Factory,
où le board ne se paye qu'aux dividendes, zéro salaire, et sachant qu'on serre tous les prix à tous les niveaux, il n'y a pas de raison que ce soit que nous, on arrive dans le meilleur des cas à 275 000 $ le mégawatt. Et là, c'est dans les meilleures conditions, en descente, avec le vent dans le dos, en partant d'un champ de patates. Pour ce prix-là, vous avez un terrain dont vous êtes propriétaire avec une interconnexion au réseau électrique, plus toute l'infrastructure pour héberger des machines, transfo et containers notamment. Bien, partant de là, pour équiper un site avec des ASIC qui minent du Bitcoin, il faut ajouter 1 million de $ par mégawatt de puissance en gros. Donc voilà, nous avons posé la référence. Pour un site IA, vous allez dépenser plus pour la ferme car il vous faudra souvent des hangars bien spécifiques, mais ce n'est pas ça le pire. À l'heure actuelle, pour équiper un seul mégawatt en IA, il vous faut investir jusqu'à 50 millions de $. Ouais, 50 fois plus que pour du mining. Ça fait beaucoup de sous. Et c'est là que la question suivante se pose pour les mineurs de Bitcoin. Que se passe-t-il sur les prix de l'électricité dans un pays où des gars qui peuvent mettre 50 fois plus d'argent au mégawatt débarquent? Oui, pour un industriel qui fait du HPC, qu'il soit mineur de Bitcoin ou vendeur de GPU à l'heure, pour de l'IA, il y a deux choses importantes. Le prix des machines et le prix de l'électricité. Dans le minage de Bitcoin, le prix de l'électricité vous donne le niveau auquel vous allez couper vos machines, car elles génèrent moins de revenus que ce qu'elles vous rapportent. Quant au prix auquel vous avez payé les machines, cela va jouer sur le délai de retour sur investissement. Attention, c'est un point très important aussi, car le rendement de vos machines diminue très vite, car de nouveaux modèles d'ASIC sortent régulièrement avec une augmentation de la performance assez considérable. Typiquement, aux USA aujourd'hui, si vous avez des machines qui ont 1 ou 2 ans, vous allez pouvoir miner jusqu'à environ 7 centimes le kilowattheure en gros avant de couper. C'est pour cela que l'on voit le hash rate tanguer lorsque le prix de Bitcoin chute. D'ailleurs, remarquez que c'est un phénomène nouveau depuis 3 ans, car jusque-là, la hausse du hash rate était plutôt imperturbable, mais c'est un autre sujet. Dites-moi si c'est un sujet qui vous intéresse dans les commentaires, à savoir si j'en ferai une vidéo ou pas. Bon, reprenons. Vous avez dépensé 1 million de $ en machine et votre électricité vous coûte environ 600 000 $ par an. En faisant le ratio, vous obtenez votre sensibilité entre le prix des machines et le prix de l'électricité. Pour notre mineur, l'électricité annuelle représente 60% de son investissement. Ok, maintenant vous l'avez compris, pour l'HPC IA, ce ratio passe de 60% à 1,2%. Dit autrement, les vendeurs de puissance de calcul IA se contrefichent complètement du prix de l'électricité, car s'ils négocient un rabais commercial, disons de 5% sur leur commande de GPU, ça leur paye directement 4 ans d'électricité, bam, à 7 centimes, comme ça, cash. Et vu que 4 ans c'est à peu près le temps d'obsolescence pour des GPU, vous avez compris quoi, le prix de l'électricité... Et je peux vous le calculer autrement. En ce moment, le HPC sur IA, c'est environ 60% de marge. Donc, quand vous équipez pour 50 millions de $, vous gagnez 30 millions de $. Autant vous dire que si la facture d'électricité passe de 600 000 $ à 1 million de $, ça va pas vous faire boiter. Et là, la grande question se pose. Étant donné que les mineurs de Bitcoin sont très sensibles au prix de l'électricité, est-ce que l'AI HPC ne va pas faire sauter les mineurs de Bitcoin en faisant péter le prix de l'électricité à des tarifs inabordables pour eux? Ça se regarde. Et c'est une question qui me tarabuse d'autant plus que chez Data Factory, globalement ce n'est pas un problème puisque l'on vend des mégawatts d'électricité à des clients HPC. Donc l'angle sous lequel j'aborde ce sujet est le suivant. Faut-il que l'on ait des clients AI ou des clients mineurs de Bitcoin, sachant que comme je vous l'ai dit, notre problème dans ce cas c'est d'adapter notre infrastructure d'accueil. Donc est-ce que je fais des hangars à IA ou des containers d'ASIC pour BTC? Vraie question. Alors il faut pondérer les choses. 50 millions de $ d'investissement pour 60% de rendement, c'est une industrie qui appelle la concurrence. Et vous savez quoi? À son échelle, l'industrie du mining a déjà vu ce schéma dans son secteur. Et voici à quoi ressemble la marge du mining à long terme. En l'espace de 10 ans, les marges ont beaucoup baissé déjà, et au final, le mining de BTC va finir d'ici 2030-2035 comme toutes les industries qui opèrent sur des matières premières, c'est-à-dire avec des marges étroites de l'ordre de 10%. Et c'est tout à fait normal car sur ces industries, il n'y a pas de vraie grosse barrière à la concurrence. Et c'est pour cette raison que nous avons créé Data Factory, pour nous mettre sur le business de l'infrastructure électrique. Car là, les places sont limitées par la taille du réseau électrique, mais aussi par le foncier. Et oui, parce que si vous n'avez pas de champ de patates à côté de la sous-station, vous n'avez pas accès à l'électricité. C'est basique. Et c'est pour cela que la phase 2 de Data Factory, c'est de posséder notre propre sous-station de 200 MW qui nous permettra réellement de posséder une partie du réseau électrique texan.
Et il en va de même pour les autres secteurs du HPC. Aujourd'hui, les Américains fabriquent des usines pour produire des semi-conducteurs en pagaille, donc ce ne sont pas les puces pour faire du calcul qui vont manquer, mais bien les mégawatts. Mettons quelques chiffres. Admettons que la consommation d'électricité pour le HPC fasse x3 d'ici 2030 et que les USA aient 30% de cette consommation sur leur sol. Cela signifie en gros 600 TWh de plus, donc 70 gigawatts, donc 21 gigawatts pour les USA seulement. C'est beaucoup. Mais il y a plus. Il faut distinguer deux marchés pour la fourniture de l'électricité. Les consommateurs flexibles et non flexibles. Quand vous êtes non flexible, vous continuez à consommer pendant les périodes de pointe de consommation sur le réseau. Donc vous participez à le déséquilibrer et à faire augmenter les prix de l'électricité. Et puis vous avez les consommateurs flexibles, comme le sont les mineurs de Bitcoin, qui s'arrêtent dès que le prix de l'électricité monte, car de toute façon ils n'ont pas le choix, ils sont plus rentables. Or, c'est bien deux marchés différents. Dit autrement, les mineurs de Bitcoin viennent prendre la puissance que personne d'autre ne veut, car cette puissance que l'on achète est seulement disponible en dehors des heures de pointe, donc en dehors des heures où la grande majorité des gens en ont besoin. On voit mal Google ou ChatGPT s'arrêter entre 19h et 22h, le temps que les gens se fassent à manger et prennent leur bain en rentrant du boulot. Pour les mineurs de BTC, aucun problème. Et là, petite parenthèse, ce que nous commençons à travailler avec les copains, c'est que sur les fermes non flexibles de HPC pour de l'IA par exemple, eh bien, il faut un temps d'uptime, une fiabilité de service, si vous voulez, qui soit supérieure à 98%. Et en plus, il faut qu'il y ait une double génération d'électricité au cas où il y en ait une qui tombe pour pouvoir assurer la redondance. Mais ce qui est assez marrant, c'est que les mineurs de Bitcoin pourraient très bien s'associer avec des HPC IA qui auraient besoin de rentabiliser, en réalité, la moitié de la puissance qu'ils ont installée sur le site. Donc vous voyez, il y a des complémentarités, il y a des dynamiques, mais tout ça va demander un peu de temps pour se tasser. Donc à ce stade, il y a une première couche de protection pour les mineurs de Bitcoin, la flexibilité. Alors oui, mais en fait pas tout à fait, car les gens de chez Google ne sont pas plus bêtes que ça, et ils travaillent déjà à faire du HPC flexible. Du coup, sur une partie du HPC, les mineurs de Bitcoin vont voir arriver une concurrence sur les mégawatts flexibles. Et puis, il y a d'autres critères, comme le besoin d'une faible latence pour certains producteurs de HPC, qui allouent automatiquement certains sites mal desservis en fibre aux mineurs de Bitcoin. Donc oui, il y a des barrières à l'entrée sur certains types de mégawatts qui protégeront les mineurs de Bitcoin, car le protocole Bitcoin a été conçu pour être le plus roots possible. Comme je le dis régulièrement, le jour où l'on manque d'électricité, Bitcoin sera sûrement une des dernières briques d'Internet à foutre le camp, car il est terriblement résilient. D'ailleurs, c'est aussi une des grosses barrières pour tout protocole qui voudrait être un Bitcoin killer. Alors attention à tous ces alt Bitcoin killers, nouvelle génération blockchain et je ne sais quoi, qui dans le fond ne cassent pas. Trois pattes à un canard. Car même si une Formule 1 c'est mieux qu'un 4x4, personnellement, quand je ne sais pas où je vais, je prends le 4x4 histoire d'être sûr de passer. Bon, à ce stade, on peut tout de même se dire que ça sent le roussi pour les mineurs de Bitcoin aux USA, car la valeur pour le client de l'IA semble tellement plus forte que sur le minage de Bitcoin qu'on a le sentiment que les mineurs vont se faire broyer. Mais voilà, certes, la rentabilité du HPC a vocation à baisser, mais il y a aussi une deuxième chose qui me turlupine. Oui, turlupine, exactement, j'assume. Quand j'ai un client sur une de mes fermes, j'aime bien savoir comment il gagne son argent, car s'il ne gagne pas d'argent, il y a de bonnes chances qu'à un moment, il nous appelle pour dire « Ah, désolé les gars, mais là, je peux plus payer, je lâche tout, comment on fait ?» Alors pour les mineurs de Bitcoin, je comprends très bien d'où vient l'argent, et c'est assez simple. Les mineurs achètent des machines qu'ils mettent chez nous, ils minent des blocs et gagnent des bitcoins, et de là, ils les vendent au moins en partie pour nous payer. Ok. Du coup, du point de vue de Data Factory, le sujet concernant les mineurs de BTC, c'est de s'assurer qu'ils ont toujours du matériel dernière génération pour qu'ils soient toujours rentables, quelles que soient les conditions de marché. Dès lors qu'ils ne le sont plus, notre priorité devient de faire dégager les machines pour les remplacer par des machines rentables. C'est simple. Par contre, pour le HPC à 50 millions de dollars, le modèle n'est pas tout à fait le même. Déjà, ce sont souvent les fermes qui achètent les GPU et ensuite qui vendent des heures de GPU à des clients qui en ont besoin. Donc ça veut dire assumer le risque de l'investissement des machines. En soi, c'est pas mal, car avec Data Factory, on a même 10 MW de self-mining avec des T21 qui démarrent en octobre. Ok, pourquoi pas? Mais du coup, c'est pas forcément rassurant quand même quand c'est le modèle dominant.
Ensuite, plus important, je ne comprends pas trop d'où vient l'argent de l'IA au final. Eh oui, prenez OpenAI avec son produit phare ChatGPT. La société génère 2 milliards de revenus et le titre se négocie un moment en pré-IPO à environ, tenez-vous bien, 200 milliards de dollars. Dans le monde de la finance, techniquement, un multiple de 100 sur le chiffre d'affaires, on dit qu'il y a un risque de surévaluation. Et dans le jargon de ma campagne, on dit que ça sent vraiment le piège à con. Pourquoi ? Je sais que ChatGPT est un super outil, mais, il a aussi ses limites. J'en sais quelque chose pour l'utiliser très fréquemment. De plus des contacts que j'ai dans le secteur, il semble bien qu'en ce moment, de plus en plus d'entreprises n'arrivent pas à trouver d'application commerciale directe pour ChatGPT pour 2 raisons. La première, c'est que par définition, on sait que les résultats produits par des LLM ne sont pas fiables par nature. Ça n'a rien à voir avec une calculette dont vous êtes sûr du résultat. Du coup, il faut trouver des cas d'application bien spécifiques où le taux d'erreur est compensé par les gains générés engendrés sur la masse sans que les erreurs produites ne fassent courir de risques fondamentaux à l'entreprise. Par exemple, lâcher ChatGPT sur un service client, c'est chaud. Ensuite, la deuxième raison, c'est que tout cela demande du temps. L'IA évolue à l'heure actuelle plus vite que le temps d'adaptation des entreprises. Lorsque vous dites à une entreprise qu'elle peut licencier 500 personnes pour les remplacer par un LLM, le patron sait que si ça rate, réembaucher 500 personnes, ça va pas lui prendre que 5 minutes. Donc, avant de mettre la machine au cœur de restructuration stratégique, le temps de décision va être lent. Et c'est bien. C'est à ce moment-là que l'on commence à parler d'une potentielle bulle sur l'IA, car les marchés vont plus vite que l'industrialisation. Ce n'est pas que l'outil n'est pas bien en soi, mais c'est surtout que monsieur le marché s'est peut-être un peu emballé sur les valorisations aujourd'hui. Et c'est la même chose côté matériel. Avant de mettre 50 millions de dollars par mégawatt sur des GPU, j'aimerais bien m'assurer que ces cartes ne vont pas être remplacées par des ASIC dédiés à l'IA qui vont exploser les performances de mes anciens GPU et me faire perdre beaucoup d'argent. Et même dans nos fermes, si on se met à faire des hangars dernier cri, dernier crack pour des GPU, alors que finalement, 2 ans plus tard, on se rend compte que en fait, des containers, ça va très bien avec les nouveaux ASIC IA, j'aurai un peu la mort, je vous le cache pas. Et dans le pire des cas, je risque de me retrouver avec des clients qui vont laisser leur matos sur place en me disant « au point où on en est, fais-en ce que tu veux, moi je mets la clé sous la porte. » Oui, je dramatise, mais à l'heure actuelle, sur du minage de Bitcoin, je n'ai pas toutes ces incertitudes. Donc notre stratégie chez Data Factory, c'est de prendre des mégawatts autant qu'on en peut et de regarder les premières troupes d'infanterie passer devant pour voir comment ça se passe sur le champ de bataille. Je suis très excité par le HPC, c'est une certitude. Mais de là à y aller en pleine période d'euphorie avec un marché encore très mouvant, on va attendre un peu. Dans notre scénario idéal, d'ici quelques temps, le marché de la ferme HPC se casse la figure car trop de gens y sont allés avec beaucoup trop d'enthousiasme. Et là, on fait de bonnes affaires. C'est exactement ce qui est en train de nous arriver sur les fermes de minage cet été. On est en train d'acheter là en ce moment une ferme de 15 MW que l'on peut monter à 20 MW et qui tourne déjà pour 330 000 $ le mégawatt. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui ont été un peu trop bullish sur le bull run et qu'en ce moment, il n'y a plus un fifrelin sur le marché de la ferme. Du coup, on en profite bien. D'ailleurs, on va sûrement faire une levée fin septembre, début octobre pour Data Factory en dette et en actions, car on a dépensé nos sous de la levée de mars pour sécuriser 70 MWh. Alors on enchaîne. Donc si ça vous intéresse, inscrivez-vous sur le site tinyurl.com/dfoctobre ou alors en scannant le QR code qui vous renverra vers la page d'inscription ou alors avec le lien dans la description. On vous en reparle bientôt quand on a fini tous les papiers légaux de cette levée. Et puis allez, je vais enfoncer le clou encore un peu plus sur OpenAI. Si vous vous souvenez bien, à la base, OpenAI, c'est une société cofondée par Elon Musk avec une poignée de gens très intelligents pour permettre à l'humanité de disposer d'une intelligence artificielle avec une architecture de code ouverte, d'où le nom OpenAI. De plus, c'était une non-profit organization qui ne permettait pas de faire plus de x100 à ses investisseurs. Ouais, les Américains, quand c'est désintéressé, c'est un maximum de renta de x100. C'est la vie. On n'a pas la même culture. Bref, par la suite, Microsoft l'a fait à l'envers et a repris le pompon avec Sam Altman des mains d'Elon Musk. Dans la foulée, ils se sont empressés de retirer le statut non-profit pour pouvoir faire plein de profits, justement. Bon, admettons. Mais ne croyez pas que Musk soit le dernier des idiots. Pourquoi OpenAI avait été conçu de cette manière ?
L'une des raisons, c'est que lorsque vous avez quelques centaines de millions de dollars devant vous, il y a assez peu de barrières à l'entrée sur l'IA. Et je vous le prouve, premier signe qui ne trompe pas. Il n'y a pas d'emballement sur l'IA en Asie. Non, là-bas, des gens comme Baidu et Alibaba se contentent de suivre le mouvement et d'exploser à la baisse le prix des requêtes pour les chatbots. N'y voyez pas la bêtise, mais plutôt du pragmatisme. Autre façon de le démontrer. Regardez les classements dits Elo des différents LLM qui font tourner des IA. Vous voyez que dans le top 5 des IA, vous trouvez ChatGPT en premier, ok, mais que juste derrière, c'est Gemini de Google, puis une autre version de ChatGPT en troisième, et Grok de xAI en quatrième position avec un score Elo qui est quand même proche de celui d'OpenAI. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un score Elo, en fait c'est une méthode mathématique qu'on utilise pour poser des notes et qu'on utilise notamment aux échecs pour classer les champions. Donc c'est une formule générale pour classer les performances des gens. Mais si vous élargissez au top 10, vous trouvez Claude d'Anthropic et les Llama de Meta. Donc vous voyez bien que tout ce petit monde se tire la bourre. Et plus que cela, en 13e position, vous avez le modèle Mistral, qui est une petite start-up française qui a créé une IA suffisamment pertinente et légère pour être installée sur votre ordinateur sans aucun besoin de puissance de calcul extérieure. Et ça, en fait, c'est juste remarquable, parce qu'en fait, ce classement, il est en train de vous dire que le numéro 13 de la liste, il n'a pas besoin d'une infrastructure à plusieurs centaines de millions de dollars pour tourner, il tourne sur votre ordinateur. L'histoire de Mistral est juste prodigieuse, je m'arrête là parce que c'est une autre histoire, mais franchement, si vous avez le temps de creuser, allez-y. Bref, expliquez-moi comment vous allez pouvoir conserver des marges importantes dans un secteur où vos concurrents vous talonnent de près sur les fondamentaux de la tech. Eh bien la réponse, c'est peut-être bien Elon Musk qui la détient, car dans son autobiographie écrite par Isaacson, il explique que le rachat de Twitter a pour objectif de disposer d'une immense base de données pour entraîner Grok. Mais en faisant cela, ok, il aura une grosse base de données. Mais surtout, ce que j'ajoute, c'est qu'il pourrait bien créer une digue concurrentielle telle que Coca-Cola l'a fait, par la construction d'une puissante marque à laquelle sont attachés les gens. Et oui, ce n'est pas le goût du Coca-Cola qui le rend unique. Des sodas, il y en a plein, et en vrai, quand on fait des blind tests, apparemment, on n'est même pas capable de faire la différence entre du Pepsi et du Coca. Non, la vraie barrière de Coca, c'est sa marque. Et Grok, en l'occurrence, c'est une IA qui n'est pas censurée. Pardon, on dit modérée aujourd'hui. Comme peuvent l'être Gemini, Llama ou qui vous voulez, qui vont vous coller des Noirs et des Asiatiques de partout, même lorsque cela n'a aucun sens historique pour respecter des quotas d'inclusivité. Avec Grok, vous pouvez faire des choses comme ça. Ou alors des trucs comme ça. Charlie Hebdo n'a qu'à bien se tenir. Et pire que ça, vous pouvez même mettre en perspective toute la montée en puissance politique d'Elon Musk, qui transpire à travers l'image de X et de Grok. Donc vous voyez bien que la construction d'une image, attachée à la personne de Musk effectivement, mais aussi à toute la liberté d'expression qu'il assimile, ça peut être quelque chose de vraiment puissant, qui peut inciter des gens à aller prendre un abonnement chez X plutôt que chez n'importe qui fait une IA standard et tiède. Ça vous fait marrer ou pas, mais de base, l'attachement est bien plus fort qu'à une marque mièvre qui vous met des arcs-en-ciel de partout, je trouve. Voilà, donc restez méfiants vis-à-vis d'OpenAI et de l'IA en général, car je vois beaucoup d'emballement sur ce secteur, ce que je comprends parfaitement. Mais attention, tout a un prix, et honnêtement, 200 milliards pour une boîte qui en génère 2 et qui n'a pas de barrière forte à la concurrence, ouais. Et pour retourner sur le Bitcoin mining, je retiens pour l'instant que l'on voit beaucoup de complémentarité avec d'autres secteurs du HPC et surtout aux USA. Je vous en reparle très prochainement dans le cadre de notre levée. Alors en attendant, pour bien comprendre pourquoi on est aux USA avec Data Factory et pourquoi une bonne partie de l'avenir de Bitcoin se trouve là-bas également, allez voir cette vidéo dans laquelle je vous parle des liens qui se resserrent entre les institutions américaines et Bitcoin.